Erev Tov, shalom à tous. On se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman comme chaque lundi soir. Je vois des gens de Suisse, de Canada, de France, d'Israël, toujours un plaisir. Et on va parler de ce Pessah tout particulier puisqu'on va enchaîner Shabbat et juste après Shabbat, on va enchaîner avec la soirée du Seder. Alors peut-être que grâce à ça, on sera moins fatigué cette année, mais il y a des problèmes ilchatiques et également au niveau des idées. C'est le Rav Ackerman qui va nous parler de ça. Bechavod, Rav. Ok, donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tout d'abord, Lol Ishkoach chez Alimoudou Leilou Nishmat Michel, Joar, Al-Kabadou Nassananes, et aussi le Refoua Shlema Shel Kol HaCholim Bamagefa Azot, et la fille du L, je l'ai noté sur le papier, mais je ne me souviens pas par cœur, donc quand on ouvrira le texte, je le dirai. Et Bruchim Abaim le Kulam. Alors donc, on a l'habitude de se retrouver chaque fois pour étudier des sujets sur la tfila. Cette fois-ci, c'est quand même assez exceptionnel et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça. C'est ce Shabbat, ce Pessah spécial avec Erev Pessah qui tombe Shabbat. Entre-temps, j'imagine que dans chaque communauté, les rabbinim en parlent et je vous ai aussi envoyé aujourd'hui un texte de Eliakim Simsovic, qui a écrit en français donc la Chal Maaseh. C'est un texte qu'il avait apparemment écrit il y a quelques années, la fois d'avant, et qu'il a repris. Je l'ai envoyé sur le lien, donc vous pourrez le lire. C'est plus halakha pour les Ashkenazim. Et ce soir, dans le texte qu'on va ouvrir, j'ai aussi noté un lien internet pour un résumé très rapide d'un Rav David Zenou. Vous le verrez, qui est très très bien fait, mais ça prend en 5 minutes, qui donne en résumé toutes les halachot, plus au niveau des heures et au niveau des minagim pour les sfaradim. Donc entre les deux et entre toutes les informations que vous avez de votre côté, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, mais malgré tout, je pense que c'est bien qu'on se prépare. Je vais essayer, dans l'heure qu'on a, et 1 heure c'est pas beaucoup, de pouvoir conjuguer en même temps pas mal de précisions au niveau de la halacha, mais d'un autre côté, comme ce n'est pas un cours de halakha, le maaseh uniquement, mais c'est aussi pour donner une dimension de certains problèmes qui sont soulevés ou certaines idées qui vont nous permettre de mieux les vivre, on pourrait dire, au niveau de ce Pessah, de cette année exceptionnelle. Donc, je vous ai invité à la fin à demander des précisions ilchatiques tout à fait précises, parce que vous verrez que le langage est un petit peu différent. Et donc, comme il est différent, il faut qu'au niveau de la halakha, il n'y ait pas de choses qui restent floues pour que les choses soient claires et faciles pour chacun. Alors, ce que je veux tout d'abord vous dire comme introduction dessus, c'est qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance au niveau de la préparation cette année d'un Shabbat. C'est plus compliqué. Quand le Shabbat tombe avant, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles qu'avant. Tout d'abord, vous savez qu'on trouve tout kasher le Pessah et à des prix abordables, etc., surtout en Eretz Israël. Je ne sais pas comment c'est chez toi, Yosef, mais en tout cas, chez nous, c'est-à-dire tout est, même blikitniot, et tout plus le temps avance. Et deuxièmement, je ne fais pas de publicité pour les assiettes en plastique et les nappes en plastique pour toute l'année. Ce n'est pas très écolo, mais pour Erev Pessah Shechal Beshabbat, je pense qu'on on peut sortir un éther spécial, de dire que c'est le mieux. Ça permet tout à fait de gérer les choses de manière sereine, je dirais, surtout pour les femmes qui devront gérer ça par rapport à la cuisine et tout. Et vous avez sûrement, pour ceux qui ont grandi dans des familles religieuses, ce souvenir que combien c'était compliqué, et combien il fallait tout organiser, etc. Alors il y avait le côté, des fois, il y a des gens qui aiment ça quand c'est compliqué, puis il y en a d'autres pour qui, au contraire, non, c'est vrai, ça fait partie du action, on pourrait dire, de la vertu de religiosité. Moi, je fais partie de ce genre de gens. Et il y a des gens, au contraire, pour qui ça les angoisse ou ça leur dit « Ah, c'est pas marrant, c'est pas bien, comment est-ce qu'on va faire, etc. » Donc, ce que je veux vous dire, c'est que de manière générale, la hadracha, la première chose qui est le plus important, c'est que la cuisine sera cachère le Pessah depuis le vendredi et tout ce qui sera préparé pour Shabbat au niveau de la cuisine doit être fait dans une cuisine cachère le Pessah avec des ustensiles cachère le Pessah. Et on amène les assiettes Chat Pe'ami. Les Chat Pe'ami, vous savez, c'est-à-dire jetables. Vous les laissez dans la cuisine, ils sont aussi cachés le Pessah. Vous servez dans la cuisine, vous ne sortez pas les casseroles de la cuisine. Oui, on peut utiliser des assiettes couvertes biodégradables, bien entendu. Et alors, vous les amenez là où vous mangez.
Et à ce moment-là, la cuisine reste cachère. Là où vous mangez, vous pouvez manger du chametz, c'est-à-dire pour faire motzi, etc., comme on va parler. Et en principe, si on fait attention, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes sociaux. C'est évident que s'il y a beaucoup de petits-enfants, c'est un petit peu plus difficile, il faut un petit peu plus surveiller, et que s'il n'y a que des gens qui sont adultes, c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, si jamais on comprend bien que la cuisine est complètement cachère et que l'endroit où on va manger ce repas, qui n'est pas, si c'est possible, qui n'est pas la table du seder, mais c'est un autre endroit, dehors sur la mirpesset, dans une autre pièce, etc., ou même dans la même pièce un peu à côté, à ce moment-là, à mon sens, vous verrez que c'est facile à gérer et c'est en tout cas beaucoup plus facile que nous qui avons connu il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Comment est-ce qu'on devait faire les choses? C'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, si on a uniquement compris ce principe-là, je pense que ce sera pas trop difficile. Alors de nouveau, je n'aurai pas le temps de parler de tous les détails de Halacha, il y a plein de choses, comment est-ce qu'on fait le Kiddush, la Havdalah le soir du Seder, etc. Il y a énormément de détails spéciaux, mais vous les avez dans toutes vos communautés, ou bien, et si vous avez des questions précises, il n'y a absolument aucun problème, on en parlera à la fin. Alors, je vais tout de suite ouvrir donc le, le, le texte, voilà, et on va commencer à étudier les choses comme il se faut. Voilà. Donc, comme j'ai dit, Fouad Keren Myriam Bat Yoela, Tamar Bat Or et Sarah Bat Bracha. Et s'il y a des gens qui veulent rajouter les Refouatam, vous rajoutez et c'est inclus. Alors, la veille de Pessah qui tombe le Shabbat. Tout d'abord, ce texte, je vous l'enverrai aussi. Il sera dans le drive et il sera dans le cours. Vous pourrez donc le consulter après. Et vous voyez ici que je vous ai donné un lien. C'est celui de Rav David Zenou qui fait en français, qui fait un résumé en quelques minutes de tout. En tout cas, pour la psycha sfaradite, c'est à écouter. Vous pouvez l'écouter 2-3 fois pour être sûr que vous avez tout compris. C'est très court. Et ensuite, il y a les temps qui sont importants. Je vais tout de suite les donner. Et puis après ça, bien entendu, on ne reviendra plus dessus. Vous pourrez les consulter. La fin du temps où on a le droit de manger du Hametz le Shabbat le matin, en Eretz Israël, donc, selon Rav Ovadia, donc plus pour la psycha sfaradite, c'est à 10h14. Pour le gras, qui est la plus libérale, je dirais, la plus coulante au niveau du temps, surtout pour les Ashkenazim. Il y a des Ashkenazim qui font plutôt avec le Magen Avraham, mais j'ai mis que ces 2 temps. Donc celui qui est le plus strict et le plus large, c'est 10h40. Et pour la France, c'est ce que Rav David Zenou a donné, c'est 9h52. Vous vérifierez parce que la France c'est grand. J'imagine qu'il a donné pour Paris. J'ai quand même livré pour qu'il y ait une référence minimale. La fin du temps, le moment la fin du temps où on doit avoir brûlé le chametz et on doit avoir dit le bitul chametz, kol chamira vechamia, Shabbat matin. Donc parce que la première fois on le fera quand on vérifiera le chametz jeudi soir, mais Shabbat matin, bien que c'est Shabbat, on va pouvoir dire bitul chametz, c'est-à-dire que tout ce chametz ce sera comme de la poussière de la terre, etc. Alors en Israël, d'après Rav Ovadia de nouveau 11h29, et d'après le Gras, c'est-à-dire pour les Ashkenazim 11h42, France 11h14. La fin du temps pour manger la Seuda Shlishit, pour RSA, j'ai pas eu le temps de corriger, mais c'est 17h d'après donc Rav David Zenou et Eliakim Simsovit, il a marqué 15h50. Donc il y a une grande différence entre les deux. J'ai pas tellement eu le temps de vérifier avec lui comment il est arrivé à cette heure-ci. Et en France 6h et la sortie du Shabbat, ça veut dire c'est le moment où on peut commencer à préparer Pessah, parce que n'oubliez pas que même mettre une nappe ou installer les chaises autour de la table, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Shabbat est plus haut en Gdusha que Yom Tov, donc on ne prépare rien. Même Ad Kedekar, je vous dis, on a le droit d'aller faire la sieste le Shabbat pour être frais et dispo, Motzei Shabbat. Mais les rabbanim disent que pour ne pas dire qu'on se prépare, il ne faut pas le dire, c'est-à-dire il faut dire je vais faire la sieste parce que tous les Shabbats je fais la sieste ou parce que qu'est-ce que je suis fatigué, c'est-à-dire avec le nettoyage. Mais on n'a pas le droit de dire allez faire la sieste pour être réveillé ce soir, c'est-à-dire mais c'est moins interdit que de préparer, mais il ne faut pas oublier, la sainteté du Shabbat est tellement grande que même si à Pessah après, il faudra savoir que c'est uniquement au moment où Shabbat finit qu'on peut commencer. Donc vous avez vu les horaires vous les connaissez. Et avant de commencer, on n'a pas besoin d'attendre la Havdalah, parce que la Havdalah, on la fera pendant le Seder. Donc bien après, on dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. Pas comme d'habitude Ben Kodesh le Hol, mais Ben Kodesh le Kodesh. Et si on dit ça, comme on le dit chaque semaine, à ce moment-là, on peut commencer à préparer tout ce qui est à préparer
même sans avoir encore allumé les bougies de Yom Tov et avoir fait la Havdalah. Alors, on va passer sur les différents sujets. Ce que j'ai prévu ici, préparer, c'est uniquement les sources dans la Torah qui vont nous permettre de rentrer dans les explications plus au niveau, je dirais, au niveau spirituel des choses. Les trois grands sujets dont on va traiter aujourd'hui, qui sont exceptionnels, c'est-à-dire les trois grands sujets qui sont tout à fait différents. Il est possible qu'on ait le temps de parler que de deux sujets, mais ce sera déjà pas mal. Le premier, c'est la question de l'élimination du Hametz, parce que le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de brûler le Hametz. Donc, comment est-ce qu'on fait et aussi quel est le sens des choses? Parce que je vais d'abord parler de comment on fait et ensuite du sens des choses. Et le deuxième, c'est les questions des repas de Shabbat. Parce que comment est-ce qu'on fait pour faire motzi et manger parce qu'on n'a pas le droit de manger de matzah et avoir du chametz, c'est compliqué. En fin de compte, on en aura ou on n'en aura pas. Ça dépend, je vous donnerai les différentes opinions. Et puis, surtout, Seuda Shlichit, parce que Seuda Shlichit, normalement, c'est l'après-midi et on n'a plus le droit de manger. Et en tout cas, même si on a le droit de manger, on n'a plus le droit de manger de chametz si on n'a pas encore le droit de manger de matzah. Donc, vous voyez que le casse-tête ultime, c'est Seuda Shlichit, c'est le troisième repas de Shabbat. Donc, tout ça, c'est les deux sujets dont on va parler. Premièrement, le fait de brûler le Hametz, et le deuxième, comment est-ce qu'on va manger Shabbat? Vous inquiétez pas, on va manger, on va pas mourir de faim, mais quand même, comment est-ce qu'on va faire les choses? Et le troisième sujet dont je voudrais parler, je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est le sujet que ce Shabbat, si le temple était construit, on aurait un événement exceptionnel. J'en ai parlé un tout petit peu jeudi en vitesse, c'est qu'on offrirait le sacrifice pascal alors que c'est Shabbat. C'est-à-dire qu'on l'amène au temple, on le sacrifie, on consume sur le misbéar, sur l'autel, les parties qui doivent être consumées, les halavim, le sang et les graisses de la partie arrière de l'animal, c'est-à-dire de ces petits, de l'agneau pascal qu'on va amener. Tout ça, c'est un acte qui, normalement, est une transgression du Shabbat. Chaque année, on le fait en semaine, c'est-à-dire la veille de Pessah, chaque année, c'est un jour non férié, bien entendu. Donc, on fait le Korban Pessah, on ne se pose même pas la question comment est-ce qu'on le fait. Et puis, tout d'un coup, cette année, si on était au temple, si le temple existait, et on a énormément de témoignages de cela dans les enseignements de nos sages, c'est-à-dire dans la Mishnah et dans la Gemara, de Maseret Psachim entre autres, et autre part aussi, mais pour le Korban Pessah, pour le sacrifice pascal, c'est dans la Gemara de Psachim. Je peux vous dire sans aucun doute que toutes les histoires de Seuda Shlichit et les histoires de est-ce qu'on brûle ou on ne brûle pas le Hametz seraient complètement reléguées au deuxième plan, c'est-à-dire tout à fait secondaire par rapport à l'événement du fait qu'on monte à Jérusalem et qu'on amène le Korban et comment est-ce qu'on fait pour l'amener le Shabbat. Il y a plein d'histoires dans la Gemara qui nous racontent cette histoire-là, mais on n'a pas le temps de parler de tout, donc ce n'est pas ça qu'on étudiera aujourd'hui, pas en tout cas les histoires qui sont racontées, mais si on a le temps à la fin du cours, on parlera. Donc, comme je vous ai dit, trois sujets. Le Hametz, comment est-ce qu'on le brûle? Deuxièmement, le Shabbat, comment est-ce qu'on, pas qu'on prie Shabbat, mais comment est-ce qu'on fait Shabbat au niveau des repas de Shabbat, puisque c'est compliqué. On est entre le marteau et l'enclume. Et ensuite, si on a le temps, le Korban Pessah. Voilà. Alors, au niveau du Hametz, comme vous savez, on brûle le Hametz et on ne peut pas brûler le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le brûler le vendredi matin. Là, maintenant, je parle de la halacha. Normalement, puisqu'on a le droit d'en manger jusqu'à Shabbat midi, on pourrait le brûler à 3 heures de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi. Rashi, dans une responsa, a établi, d'autres aussi, mais en tout cas, cette tchouva de Rashi est connue, que pour que les gens ne perdent pas leurs bonnes habitudes, on conseille de brûler le Hametz à la même heure que d'habitude. C'est-à-dire, vous reprenez les horaires que j'ai montés là-haut, vous voyez, c'est-à-dire 11h29, 11h42, qui est la fin du temps, et vous vous débrouillez pour brûler votre Hametz le vendredi avant ça. Pourquoi? Pour ne pas changer de toutes les années. Vous savez qu'il y a une force d'inertie. Si cette année, vous le brûlez à 2 heures, l'année prochaine, il y aura des voisins qui vont le brûler à 2 heures alors que ce sera trop tard. Donc, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, on le brûle à la même heure que d'habitude. Si vous êtes en retard pour une raison ou une autre, il n'y a pas de problème, vous le brûlez après. Ce n'est pas la peine d'appeler votre rabbin des bois, les bois pour brûler le Hametz. Vous pouvez absolument le brûler après, puisque c'est une année exceptionnelle. Mais
le mieux, comme je vous ai dit. On fait l'abdika, c'est-à-dire l'abdika, c'est le fait de vérifier le chametz le jeudi soir à la place du vendredi soir, c'est-à-dire le 13 au lieu du 14. On fait la bracha avec une bougie comme d'habitude et on dit le bitul chametz du soir, le 13 au soir, donc le jeudi soir, et le matin, on brûle. Seulement, le problème, jusqu'à là, c'est la halakha habituelle, comme d'habitude, avec un déplacement de 24 heures auparavant. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a après? Alors, normalement, on mange chametz pendant Shabbat. C'est-à-dire, tout à l'heure, on verra une solution pour les gens qui ne veulent pas manger chametz pendant Shabbat. Et à ce moment-là, ils n'auront plus de chametz après avoir brûlé. Mais la coutume, minhag Israël, la coutume de tout le monde, la plupart des Juifs, c'est de manger les 2 premiers repas chametz, celui du vendredi soir et celui de Shabbat matin. Donc, on reste avec du chametz. Alors, si vous réussissez à tout manger, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire seulement, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire peut-être qu'il va rester un petit peu du pain de Shabbat, ou si vous avez prévu aussi des gâteaux pour le Shabbat matin, à ce moment-là, peut-être qu'il va rester des choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, tout d'abord, la question se pose déjà à l'époque de la Gemara et de la Mishnah, est-ce que c'est pas mieux de tout éliminer avant? Et puis après, on se débrouille. Alors, je vous dirai comment on peut se débrouiller. À l'époque de la Gemara, ils avaient d'autres solutions qu'aujourd'hui qu'on ne peut pas accepter, mais en tout cas, on aurait trouvé une solution pour tout brûler le vendredi et avoir un Shabbat sans chametz du tout, pour résoudre le problème. Il s'avère, et c'est ça qui est intéressant, regardez, on va commencer par la deuxième source. Maintenant, on rentre un petit peu, si vous voulez, dans les sources rabbiniques pour nous arriver aussi aux idées. Alors, la Mishnah, dans page 49a dans Psachim, bien entendu, dit comme ça, Arba asar shechal liot beshabbat, mevaharim et akol milifne Shabbat divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim bizmano. C'est-à-dire que le cas que nous avons cette année, d'un 14 qui tombe le Shabbat, Rabbi Meir, que vous connaissez bien, Rabbi Meir, l'élève de Rabbi Akiva, dit il faut tout brûler avant Shabbat. Donc vous voyez, c'est la solution technique la plus pratique. Seulement, les Chachamim disent bismano, qu'il faut, on le brûle bismano. C'est quand bismano? Alors? Autant vous le ferez, le 12 heures est normal. Vendredi, samedi? Samedi, Shabbat. D'accord? Bismano, c'est le Shabbat. C'est samedi. Attendez, surtout ne fermez ne fermez pas les micros. Voilà, c'est ça. Il faut, Manitou disait toujours qu'écouter un demi-chiour, c'est verminachai. C'est manger le membre d'un animal vivant. Parce qu'un cours, c'est quelque chose qui est shalem. C'est-à-dire il faut avoir un tout petit peu de patience. Donc les chachamim disent bismano, on va tout de suite y arriver. Gemara. Tanya, on a une braïta, donc qui va raconter une très jolie histoire. Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer. Donc Rabbi Eliezer, le fils de Tzadok, disait pas machat, il était une fois Shabbat Abba Beyavne. Mon père Rabbi Tzadok, qui est très connu, le Rabbi Tzadok, était le Shabbat. Ce Shabbat-là, il était à Yavne. Yavne, c'est des Tanaïm, c'est l'époque du Sanhédrin. Vous savez, le Sanhédrin était à Yavne. Donc Rabbi Eliezer raconte il était une fois, mon père, Rabbi Tzadok, était à Yavne. Vechal arba asar liot beshabbat. Et c'était pas n'importe quel Shabbat, c'était un Shabbat qui était la veille de Pessah. Uba zonin memouné chez le Rabban Gamliel. Donc, memouné, ça veut dire le responsable de la maison de Rabban Gamliel, qui était le prince et le président du Sanhédrin. Vous vous souvenez, c'est juste après la destruction du temple. Comme on a dit, Tenouli et Yavne vechachamea, ce qu'a demandé Rabbi Yochanan ben Zakkai à Vespasien, donne-moi Yavne et ses sages et la dynastie de Rabban Gamliel. Donc, après la destruction du temple, il n'y avait plus de Korban Pessah, donc on s'occupait du Hametz. Et à ce moment-là, Zounin, le responsable de Rabban Gamliel, va amar et il a dit Igiaet le Vaer et Hametz. Le temps est arrivé de faire disparaître le Hametz. Valarti acharaba, et je suis allé après mon père. Et sans doute qu'il était encore enfant, donc il raconte, ou biarnu et Hametz, et nous avons donc éliminé le Hametz. Donc il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient choqués parce que c'était Shabbat. Parce que vous imaginez qu'ils ont allumé des allumettes et ils ont fait biur Hametz qu'ils ont brûlé. Non. C'est parce qu'il y a une erreur sur la compréhension des mots. Quelle est l'erreur? Et c'est là qu'on va comprendre les choses. C'est que le mot levaer en hébreu, ça veut dire éliminer. C'est-à-dire ça ne veut pas dire brûler.
Par exemple, qui aver ish sadeo kerem ou bier bisde acher, kacher evaer agalatumo. Je ne traduis pas ces versets, mais il y a énormément de versets, ou bien par exemple biur maasrot, biartia kodesh minabayt, vegam netativ la levi, etc. Le mot levaer, ça veut dire éliminer, faire que la chose ne soit plus chez nous. Mais il y a différentes manières d'être mevaer. Alors, nous, on pense que le mot biur, ça vient le même mot que beira en hébreu moderne, ça veut dire un feu. Alors, c'est faux. C'est-à-dire, c'est pas feu, c'est faux. Le mot levaer, ça veut dire éliminer. Donc, l'opinion de Rabbi Meir, bien entendu, puisque c'était le vendredi, c'est qu'ils l'ont brûlé. L'opinion des Chachamim, c'est comme c'était Shabbat, ils l'ont éliminé autrement, et Rabban Gamliel l'a éliminé autrement. Comment est-ce qu'on l'élimine aujourd'hui? De nos jours, il y a deux manières. Il y a trois. En fait, c'est la Mishnah qui le dit. Regardez, c'est la Mishnah qui vient tout de suite après. La Mishnah, elle est donc Psachim 21a, qui dit comme ça: Rabbi Yehuda Omer, en biur chametz el asrefa. L'opinion de Rabbi Yehuda, c'est qu'il n'y a pas d'autre biur, de manière de faire le biur, que srefa en brûlant le chametz. Vachachamim omrim, les sages disent: Af mefarer vezore la ruach ometil layam. On peut le faire en brûlant, ils sont pas opposés, mais on peut aussi le farer, c'est l'effriter. C'est-à-dire, ceux qui sont spécialistes de l'effritement, c'est les Belges, vous savez. D'accord, ils effritent. Et donc, vous savez quelle langue ils parlent quand ils font leur alia? Non, ils parlent ifrit. Et donc, mefarer, tu les miettes, vezoré la rouach, et tu le sèmes aux quatre vents. C'est-à-dire tu le jettes au vent, ou bien matil layam, tu le jettes dans la mer ou dans la mare ou dans le fleuve, etc. C'est-à-dire que tu le jettes quelque part. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire? En le jetant aux toilettes. Par le robinet, dans un autre évier, il y a peut-être des problèmes, ça risque de se boucher. Mais sinon, en tout cas, on peut être mefarer, met-il layam de cette manière. Même le vendredi. C'est-à-dire, théoriquement, on peut le faire, sauf si la halakha est comme Rabbi Yehuda. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart des décisionnaires, la halakha est comme les chachamim, c'est normal, Rabbi Yehuda contre chachamim, c'est les chachamim qui gagnent, mais la coutume, depuis déjà l'époque de cette époque-là, depuis longtemps, la coutume, c'est de brûler. Pourquoi? C'est évident. C'est beaucoup plus difficile d'émietter et de semer au vent. C'est même pas tellement sûr que ça va être tellement semé. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr que ça va pas rester juste en bas de chez vous, etc. La mer, il faut avoir la mer à côté ou un lac ou bien un fleuve. Tout le monde n'a pas un fleuve à côté de sa maison, un ruisseau, surtout en Eretz Israël. Tout le monde n'a pas ça. Donc, c'est plus compliqué, c'est plus simple. Et puis, en plus, c'est quand même plus effectif parce que pour dire que tout devient de la poussière de la terre, c'est plus effectif quand tu vois que ça devient de la cendre. Donc, c'est pour ça que la coutume est de faire comme Rabbi Yehuda. Mais ce que je voudrais dire, et c'est ça qui est important, c'est que les scientifiques parmi vous le savent, c'est que souvent les cas d'exception permettent de révéler des règles beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire qu'en général, les grandes découvertes, ça se fait toujours quand on se rend compte que dans une situation un tout petit peu exceptionnelle, il y a une réaction qui était absolument inattendue. Pensez par exemple à la physique, etc. C'est-à-dire que dans les cas de laboratoire tout à fait exceptionnels, on découvre des fois des lois générales qui étaient absolument inattendues. Alors, je voudrais dire que c'est pour ça, c'est un petit peu l'esprit du cours de ce soir. C'est-à-dire que non seulement, bien entendu, on apprend la halakha de la situation exceptionnelle, mais j'ai essayé de dégager de cette situation exceptionnelle des idées qu'on n'aurait peut-être pas forcément découvertes dans la situation habituelle, puisqu'elle nous oblige à réfléchir à des principes qui n'apparaissent pas toujours. Et vous voyez, ça c'est un exemple. C'est-à-dire que pendant toutes les années, on pense que la seule manière de brûler le chametz, ou d'éliminer le chametz, c'est de le brûler. Et cette année, vu que le Shabbat, on ne peut pas le faire, alors si on le fait vendredi, alors de nouveau, on a perdu le momentum exceptionnel. Si on va comme Zunin et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, à ce moment-là, on découvre qu'il peut y avoir une autre manière d'éliminer le chametz. Si je dis brûler, vous m'excuserez, c'est-à-dire d'éliminer le chametz qui peut se faire de manière qui est possible de faire le Shabbat. C'est-à-dire, alors comme je l'ai dit, une première manière, c'est de le jeter à la mer. La deuxième manière que les rabbanim vous diront aujourd'hui, c'est que dans la mesure où en Eretz Israël, et ce n'est pas valable pour la France en général, sauf dans les pays, dans les villes où il y a un hérouv, c'est-à-dire où on peut porter, c'est de le prendre et de le mettre à la poubelle. C'est-à-dire, alors quand on le met à la poubelle,
on ne fait pas biur chametz. C'est-à-dire, vous comprenez? Parce qu'on n'a pas éliminé. On s'en débarrasse. Ça veut dire qu'il est là, mais il n'est plus à moi. C'est-à-dire ce qu'on appelle le principe du hefker. Hefker, c'est-à-dire je ne suis plus responsable parce qu'il n'est pas à moi. Théoriquement, vous pouvez aussi le mettre dans la rue comme ça, mais bon, ça pose un problème de hefker, c'est-à-dire que par contre, quand on le met dans la poubelle, plus personne en général n'ira le chercher, en général, et puis c'est considéré comme un lieu de perdition au niveau des aliments, de tout, donc c'est une manière. Mais bien que les rabbinim vous diront au niveau pratique que là où il y a un hérouv, on peut sortir en dehors, ou bien dans toutes les situations, peut-être en France, je ne sais pas, des bâtiments où on peut, il y a comment ça s'appelle ça? Un truc dans la maison là où un vide ordure, voilà. On a oublié comment c'était là-bas. Donc le vide ordure. Alors, si vous avez un vide ordure qui est kasher Shabbat, donc à ce moment-là, vous pouvez aussi, c'est la poubelle. Mais ce n'est pas si bien que ça. Pourquoi? Parce que ça se trouve encore dans le bâtiment. C'est-à-dire, vous comprenez. Donc, il n'y a pas vraiment le côté efker. Donc, je ne vous conseille pas le vide ordure. Il vaut mieux les toilettes de ce point de vue-là. Par contre, en Israël, oui. Mais ce n'est pas la mitzvah. C'est éviter la avera, c'est-à-dire d'en avoir, mais la mitzvah, on ne la fait pas. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fin de compte, la halacha, selon la plupart des décisionnaires, mais pas selon la halacha aujourd'hui, mais à l'époque des Rishonim, elle était bien entendu comme cette braïta, puisque c'est l'opinion des Chachamim et aussi ce qu'on appelle un ma'aserav. C'est-à-dire que quand dans la Gemara, on nous raconte une histoire, c'est que ça a plus de force qu'un enseignement théorique. C'est-à-dire que quand on nous raconte que ça a été fait, alors là, c'est étonnant. Vous voyez, vous avez été aussi étonné. Comment c'est possible? Alors, de nouveau, pratiquement, c'est ce que je vous ai prévenu. Il y a la halakha, le ma'aseh, ce qu'on fait, et puis il y a les idées qui sont derrière. Pratiquement, on va quand même tout brûler le vendredi, et on va laisser un minimum, et sur ce minimum, vous pourrez choisir, comme je vous ai dit, en Israël, entre la poubelle extérieure, dans la rue, ou bien les toilettes, ou bien si vous avez un petit lac à côté qui est dans les roues, il n'y a pas de problème. As you like, comme on dit en anglais. Mais par contre, disons, là où on n'a que la solution des toilettes, alors c'est la solution. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ne vous dites pas que c'est un pis-aller, c'est au contraire, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, vous voyez. C'est-à-dire, j'imagine que chez Rabban Gamliel, il devait avoir un petit bassin au milieu de son jardin avec des carpes ou d'autres poissons rouges. C'est-à-dire, c'est évident. Rabban Gamliel, il mangeait du gefilte fish tous les Shabbats, donc il avait des carpes dans son bassin. Et quand il jetait les miettes, à ce moment-là, en 2 minutes, il n'y avait plus de miettes parce qu'il y avait des poissons qui les ont mangées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'idée, il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, regardons. C'est parce que si on regarde le pasouk, il marqué comme ça, Shivat yamim matzot ochelu, Bayom Arishon tashbitu sur mi batechem kikol ochel chametz venicheta nefesh Israël miyom Arishon ad yom hashvi. Et la Gemara, c'est-à-dire la Torah orale, nous dit que 7 jours tu mangeras de la matzah, mais le premier jour tu dois éliminer ton chametz. Et c'est de ce mot tashbitu, c'est ce mot qui est en fin de compte à l'origine de la mitzvah d'éliminer le chametz, c'est-à-dire en le brûlant ou en le jetant à la mer ou en le semant dans l'herbe, c'est-à-dire. Et il y a marqué le premier jour, et la Torah orale nous dit le premier jour, c'est le 14. Ce n'est pas le 15, d'accord? Contrairement au Yom Rishon qui est à la fin, ce premier jour-là, Arba Yom Rishon, la Gemara l'explique, il y a une tradition orale, en tout cas, que ce premier jour dont on parle, c'est le 14. Donc, la Gemara nous dit bien, la Torah, pardon, que le jour où il y a une mitzvah d'éliminer le Chametz, c'est la veille de Pessah. Donc, on comprend du coup l'opinion des Chachamim. Si on n'a pas le choix, comme dit Rabbi Meir, tu es obligé d'avancer. De même, quelqu'un qui part en voyage, etc., il est obligé. Mais la mitzvah telle qu'elle doit être, c'est de la faire le 14. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est le Shabbat? Ou on avance parce qu'il n'y a pas le choix, ou on tient à conserver la valeur de cette mitzvah, et à ce moment-là, on le fait quand même le 14, en tout cas, avec ce qui reste. Ce qui veut nous dire aussi que les Chachamim n'avaient pas a priori envisagé le fait de ne pas manger de Chametz le 14 du Shabbat, même si c'est compliqué, pour pouvoir faire les choses comme il faut, tel que Akadosh Baruch Hu l'a demandé, si on peut le faire. Alors de nouveau, aujourd'hui, on va le faire pratiquement avec les quelques miettes qui vont rester du pain ou de la pita. Je vous conseille la pita parce que justement, ça s'effrite moins. Les halotes qu'on fait à la maison,
c'est la catastrophe. Les chalots d'Angel, il y a plus de colle dedans, donc ça tient plus fort. Mais le mieux, c'est une pita, des pitotes, 3 pitotes, et puis comme ça, vous mangez. Et s'il en reste un peu, vous n'êtes pas obligé de vous forcer. On peut faire bio chametz, comme on a vu de cette manière-là. Il faudrait quand même garder kazaï pour brûler? Non, on n'est pas obligé. Non, non. Non, on n'est pas du tout obligé. Il y a cette idée de kazaït, c'est uniquement au niveau des coutumes, c'est pas au niveau de la halakha. En fait, il faut le brûler vendredi matin aussi, alors? Oui, alors je crois ça clair. Brûler aussi vendredi matin. J'étais sûr, c'est-à-dire comme je fais la pensée, la halakha, alors c'est entre les deux. Au niveau de la halakha pratique, parce qu'il faut savoir que la halakha, elle doit être plutôt les pieds sur terre. Et là, on est plutôt avec la tête dans le ciel, vous comprenez? Donc, des fois, au niveau des pieds sur terre, il faut tout brûler, sauf ce qu'on va utiliser Shabbat, le vendredi. Et ce qu'on va et faire bio chames le Shabbat, il va falloir penser à ce que je vous enseigne. C'est que c'est à ce moment-là que vous aurez la chance d'exprimer le bio chametz même que c'est Shabbat. Vous comprenez? Parce que c'est le 14. Et ça peut être une miette. Ça peut être une miette. La tfila, on l'a fait quand? Ah, la tfila, on l'a fait avant. La tfila, attends, la tfila, attends, excuse-moi. La tfila du biur chametz, du kol chamira. Oui, je croyais que tu parlais de tfila de shacharit. Non, la tfila, on se lève tôt. Mais le kol chamira qu'on fait le soir, on le fait le 13 au soir, c'est-à-dire le jeudi soir. Le kol chamira qu'on fait toujours le matin, on le fait Shabbat. Ça, il n'y a aucun doute, il faut le faire le Shabbat. Donc, on brûle le chametz sans tfila. Sans faire la tfila, aucune tfila. On fait la tfila, merci pour l'éclaircissement. Et on le fait à côté de la poubelle? Il n'entend pas. Si, j'ai entendu. Est-ce qu'on le fait à côté de la poubelle ou sûrement pas dans les toilettes? Non, vous le faites dans le salon. Il n'y a aucune importance. Vous le faites tranquillement chez vous dans un endroit qui est Yom Zemechoubat, c'est-à-dire un endroit. Quand on jette, on doit dire Ani Chalek Bezeh, non? C'est mieux, c'est-à-dire de dire j'ai rien dedans. C'est bien, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire c'est pour les mahmirim qui disent que quand on veut faire efker, il faut aussi dire quelque chose, mais c'est pas obligatoire. C'est davar ze humra nagid kacha. Maintenant, pour un petit peu terminer cette partie des choses, ce que je voudrais, c'est comme ça. C'est que vous avez ici, donc en fait, ce qu'on a appris aujourd'hui surtout, c'est qu'il y a 3 manières d'éliminer le chametz. La première, c'est en brûlant. La deuxième, etc. Et que la coutume minag Israël, c'est toujours de préférer, pour des raisons pratiques et peut-être aussi pour des raisons spirituelles, de préférer le fait de le consumer dans le feu, c'est-à-dire de le brûler comme Rabbi Yehuda. Alors, j'ai un ami à moi qui m'a posé une question, Emmanuel Lalouche, c'est un voisin, il m'a dit, je ne comprends pas, vous allez voir. En général, on dit toujours un yiratzon quand on brûle, où on parle aussi non seulement de brûler le chametz, mais le chametz qu'on a dans le cœur et le mal qui se trouve dans le monde, etc., qu'avec le fait qu'on brûle le chametz, c'est aussi, vous le trouvez dans les Siddurim Sfaradim, chez les Chassidim aussi, on dit ce genre de choses, chez les Ashkenazim, et en général, ils ont oublié de l'imprimer. Mais en tout cas, on relie ça avec tout un travail intérieur. Mais c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara que quand tu cherches avec ta bougie, en fin de compte, tu fais une introspection sur ta neshama. Parce que la bougie, c'est Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est la neshama de l'homme. Et Bachorim ou Basdakim, quand on doit chercher dans toutes les affranctuosités, tous les petits trous de la maison, en fin de compte, c'est que, vous savez, c'est ce qu'on appelle en Israël Shitat HaMegirot. C'est dire que quand on fait le ménage à l'extérieur, on fait aussi un peu du rangement à l'intérieur. Et en fin de compte, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça. Alors, ce qu'il m'a demandé, c'est qu'il m'a dit, mais le mal, il faut l'élever. Il ne faut pas le brûler. C'est-à-dire, si tu as du mal en toi, il faut t'en servir pour le bien, il faut le sublimer. Et puis, s'il y a du mal, il faut le transformer en bien. Alors, comment ça se fait qu'à Pessah, on brûle tout? Et la réponse que je vous propose et que je lui ai donnée, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a des mots, c'est-à-dire mal au pluriel, il y a des mots qu'il faut vraiment brûler, qu'il faut consumer, qu'il faut éliminer. L'Égypte de l'époque, Akadosh Hu, il a dit, eh bien, il y a des parties de mal là-bas qu'il fallait faire disparaître. Il fallait que les Égyptiens coulent dans la mer, il fallait les faire disparaître complètement. Il y a un niveau de mal ou une perversion du mal, du rat, que cette partie-là, il faut la brûler, il faut la consumer. Et puis à l'intérieur de nous, il y a aussi sans doute des parties de mauvais qu'on a à l'intérieur de nous qu'il vaut mieux, il faut éliminer. Il y a aussi, par exemple, vous savez, il y a Amalek, on en a parlé à Purim, etc. L'autre est Haye Kol Neshama, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'une partie des choses
néfastes qu'il faut les faire disparaître, les éliminer complètement, ça fait partie aussi de la Torah et du judaïsme. Par contre, il y en a d'autres qu'il faut sublimer. Par exemple, on dit Va'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et nos sages nous disent pourquoi il y a deux bêtes dans le mot levavecha. Ouais, c'est parce que beyetzera tov ou yetzerara. C'est-à-dire que on peut aussi utiliser le mauvais côté qu'on a en nous pour l'élever par la tchouva, par la transformation, pour l'utiliser pour le bien. Ou bien une Gemara dans Maseret Kiddushin qui dit Impaga becha menuvalze Moshreu le Vet Midrash, si jamais ce menouval, entre guillemets, ce mécréant, et on parle du mauvais penchant, Paga, il t'a attaqué, prends-le et fais-le rentrer dans le Beth Midrash. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au lieu d'essayer de l'étrangler, c'est-à-dire lui faire de le brûler, il vaut mieux que tu le prennes et que tu l'amènes avec toi au Beth Midrash. Et la Gemara, elle dit, à ce moment-là, il va être dissous, tu vas réussir. Alors, en fin de compte, et c'est une idée que je pense que nous connaissons, c'est-à-dire, il y a des fois où si on essaye comment il s'appelle, Sancho Pacha et l'autre là, chez Fernandez. Don Quichotte. Ouais, de se battre contre les moulins à vent. C'est-à-dire des fois, on risque d'être plutôt déclaré vaincu plutôt que de gagner le combat. Par contre, si on sait l'amadouer, c'est-à-dire qu'on sait l'amener, le sublimer, à ce moment-là, c'est une bonne manière de faire les choses. Alors, quelle est l'idée que j'ai eue là-dessus? C'est que d'habitude, avec tout le Chametz de Pessah, c'est un temps d'élimination par le feu. Mais cette année, dans la mesure où c'est le Shabbat et on ne peut pas, et c'est normal, parce que le Shabbat, c'est un temps de paix, c'est un temps de Derachea d'Achenoam, Shabbat Menucha. C'est-à-dire, ce n'est pas un temps, Lotevarouesh, Bechol Mosheterem, Biyom Shabbat, on a vu ce passouk, c'est-à-dire, ce n'est pas un temps où on s'occupe de transformer, de combattre, d'éliminer, etc. À ce moment-là, émerge dans notre vie cette dimension supérieure du biur chametz, c'est-à-dire du fait de le faire de manière douce. C'est comme les médecines douces. Et c'est quoi? Alors, vous me permettez un drache, c'est-à-dire de dire comme ça, on les frite et puis on le jette ou à la mer, Ven Maïm et la Torah, c'est-à-dire dans l'eau, c'est-à-dire qu'on le fait rentrer dans l'eau, ou Barouach dans le Rouach, c'est-à-dire on l'élève au niveau Rouchani, au niveau spirituel. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, on peut réfléchir à ça, à cette différente opinion, ces deux opinions de Rabbi Yehuda et des Chachamim, qui, comme je vous ai dit au début, grâce à l'exceptionnalité, grâce à l'exception de ce Shabbat, nous permet de dégager des nouvelles dimensions de ce qu'on fait rituellement et habituellement chaque année, d'une certaine manière, grâce au fait que cette année, grâce à Shabbat, on ne peut pas se conduire comme on se conduit d'habitude. Mais d'un autre côté, comme on l'a vu, grâce au Passouk, on ne peut pas forcément renoncer au fait de faire la mitzvah en son temps du biur chametz. Alors, si vous voulez, on passe au deuxième sujet. Une petite d'accord, question. Certains disent qu'il faut mettre, par exemple, éliminer le chametz avec du pétrole, des trucs comme ça pour le... Ouais. Pour lui annuler sa qualité. Oui, c'est l'aura eu le machal kelev. Oui, ça c'est si on n'a pas d'autre solution. C'est-à-dire que parce que ça ne fait pas partie des définitions. C'est-à-dire c'est encore une troisième solution. Ou tu fais que c'est pas à toi, ou tu fais hametz chez Nora Ulema Khalkelev, c'est-à-dire qu'il est plus, tu l'as déchametzisé, mais tu l'as pas été mashbit auto. Tu comprends? L'ashbit, c'est le fait qu'il n'est plus là, et c'est ça qui est important. Et on va tout de suite en parler. Quand tu sors d'Égypte, c'est-à-dire il faut éliminer pour pouvoir sortir. C'est-à-dire il y a cette idée-là. Alors de nouveau, au niveau de la halakha, tu as raison, c'est possible. Au niveau de la manière de faire, c'est quand même plus simple de le mettre ou à la poubelle ou bien de faire comme je t'ai dit. C'est-à-dire l'autre, voilà, aux toilettes. Ou les deux, comme ça. Ça, si quelqu'un vient ramasser les poubelles, ben, il ne mangera pas ce pain-là. D'accord. Comme je disais, c'est le minac surfat. Ouais, hein. En France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Vous savez. Alors donc, on passe au deuxième sujet, c'est les repas de Shabbat. Alors, au niveau des repas de Shabbat, bien entendu, disons au niveau de la halakha, c'est clair. C'est-à-dire que les deux premiers repas, on peut les manger avec du hametz. Maintenant, on est obligé de manger les deux repas de faire motzi. Donc, si tu ne manges pas du hametz, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose qui ne soit pas de la matzah, mais qui soit en même temps motzi. Motzi sans matzah, hein. Ce n'est pas motzi matzah, c'est motzi sans matzah. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a une solution
qui est proposé aussi pour Souda Shlishit par le Bet Yosef, mais qui peut être aussi pour les deux premières Soudotes, c'est de manger de la matzah Ashira. Alors pour les Ashkenazim, c'est plus compliqué, c'est une mahloket, le Noda Biyuda permet, les autres ne permettent pas, etc. Pour les Sfaradim, c'est beaucoup plus simple, matzah Ashira. Le problème, c'est que sur une matzah Ashira, tu fais mezonot, tu fais pas motzi, donc il faut être kové à Souda, il faut en manger 250 grammes, 240 grammes, 220 grammes, etc. Ça devient un peu plus compliqué. Comme je vous ai dit, celui qui ne veut plus avoir de Hametz, alors il peut faire sur la matzah Ashira, s'il est Sfaradi, s'il est Ashkenazi qui m'appelle, je vous lui donnerai la permission. Qu'est-ce que c'est matzah Ashira? Matzah Ashira, c'est comment ça s'appelle? C'est la matzah sucrée. Les galettes aux œufs. Les galettes d'Agen. Ah, Et vous savez pourquoi ça s'appelle les galettes d'Agen? C'est l'oranaise. Voilà, si c'est des galettes d'Agen, tu penses à manger, mais tu sens que tu es encore à jeun. C'est-à-dire, et alors, donc, et ça c'est une possibilité. Maintenant, Rav Ovadia, oui, elle est au vin des fois. Non, mais il y en a ici en Israël. En Israël, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein. Pas d'Agen, mais il y en a. C'est de Holland. Et donc ça, c'est une possibilité, mais il faut être kové à Souda, c'est-à-dire il faut en manger beaucoup. C'est un peu compliqué. L'autre solution qui a été donnée par les grands rabbanim de notre temps, c'est-à-dire quand je parle des grands rabbanim, c'était à l'époque, c'était Rav Alfandari en Égypte, Rav Ovadia. J'ai lu maintenant chez Eliakim que Rav Shaul David aussi, il donnait la même solution, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de donner des solutions pour les hôtels, pour les hôpitaux, pour l'armée, pour la police, pour toutes les grandes institutions. Et de manger du Hametz le Shabbat, c'est absolument impensable. C'est pas possible, sauf si tout le monde était des chassidim et des gens très religieux à la limite, et malgré tout, ce serait compliqué. Mais dans la situation on a où dans toutes ces institutions, tout le monde n'est pas respectueux par conviction et tout le monde n'est pas toujours juif non plus. C'est absolument impensable. Imaginez-vous l'épitote qui re-rentre dans la cuisine qui a déjà été cachérisée à Pessah, la catastrophe dans l'hôtel, etc. Bien entendu, le cuistot ne va rien dire et à ce moment-là, ça fait que tous les gens qui ont payé pour avoir méadrine, ils vont manger de la soupe avec des pitotes dedans. Ouais, ils vont être dépités. Et donc, il faut trouver une solution. Alors, la solution qui a été donnée, c'est de prendre des matzot et de les tremper, de les cuire dans de la soupe ou bien de les griller, de les faire frire dans de l'huile pour dénaturer le goût de la matzah. Et à ce moment-là, on fait motzi dessus et ce n'est pas de la matzah du soir du seder. Alors, tout ça, donc, on a, en gros, on est obligé de faire motzi. Je vais résumer, on a 3 solutions. Première solution, c'est de manger du pain. Deuxième solution, c'est de manger de la matzah Ashira. Troisième solution, c'est de manger des matzot comme ça. Pour ceux qui n'envisagent pas autrement de pouvoir garder du Hametz, à ce moment-là, eh bien, qu'ils fassent comme la solution de Rav Ovadia, de Rav Shaul David, c'est-à-dire de prendre les matzot avant Pessah, de les tremper dans le bouillon de la soupe, bien entendu à condition de manger chaleb basari, et puis ensuite de faire motzi dessus à condition qu'ils ne soient pas décomposés, c'est-à-dire vous les trempez quelques secondes, ils absorbent. Mais les Ashkenazim, c'est un problème, c'est shrouya. Ah oui, shrouya. Oui, mais shrouya, avant Shabbat, avant Pessah, il n'y a pas de problème. Ah, oui. Et puis tous les Ashkenazim ne font pas la khumra de shrouya. Ouais, c'est-à-dire c'est une khumra des chassidim, ce n'est pas une khumra de tous les ashkenazim. Il ne faut pas prendre tous les ashkenazim pour des chassidim. Mais en tout cas, Bekitsour, c'est une solution et pour les ashkenazim et pour les sfaradim. Si vous avez à préférer au niveau de la halacha, il vaut mieux tremper dans la soupe que revenu dans l'huile. Mais c'est plus facile revenu dans l'huile parce que ça ne se casse pas, c'est plus facile à manipuler, mais c'est moins bien au niveau de la halacha. Alors, maintenant, je voudrais rentrer dans le... Je vois que de toute façon, l'histoire du Korban Pessah, on verra peut-être la semaine prochaine. Il faut quand même préciser que cette matzah qu'on fait cuire dans la soupe, il faut qu'elle ait le chiour de kazaït au moins, sinon ça devient maisonnot. Ah oui, mais dans le principe, il faut s'entraîner à tremper la matzah pour quelques secondes et qu'elle reste entière. C'est ça l'idéal. C'est-à-dire qu'après, vous la laissez un petit peu sécher pour qu'elle soit. Il faut la tremper. Moi, je n'ai jamais fait, mais j'imagine que les gens qui ont l'expérience, il ne faut pas qu'elle se diffuse dans la soupe. Il ne faut pas la cuire dans la soupe. Il faut uniquement la tremper et la sortir. Bon, bref, pour revenir à l'idée générale des choses. Pourquoi toute cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a une Gemara dans le Yerushalmi qui nous dit
qui nous dit que celui qui mange de la matzah la veille de Pessah, c'est comme celui qui irait avec sa fiancée dans la maison du beau-père, c'est-à-dire juste avant le mariage. C'est-à-dire qu'il consumerait, c'est le même cas, consommer, consumer, etc. Il consumerait le mariage en tant que fiancé avant le mariage. C'est ce que dit le Yerushalmi, Kol haochel matzah be'erev Pesach, rek ze keba al arusato bebet ramiv, c'est-à-dire dans la maison de son beau-père. Et vous comprenez, c'est ridicule. Tu te maries ce soir, tu te maries dans une journée, tu ne veux pas encore attendre 24 heures ou 48 heures jusqu'au moment du mariage. Alors, l'image est intéressante et c'est pour ça qu'on ne peut pas manger de la matzah à Shabbat, parce que sinon, ça aurait été tellement simple. La vie aurait été facile. On aurait fait motzi sur de la matzah le vendredi soir, le Shabbat matin, Soudash Lishit jusqu'au moment où on a le droit de le faire, et puis, Uvaletzian Goel, tout aurait été simple. C'est grâce à ce Yerushalmi qui nous dit cette idée qu'on n'a pas le droit de le faire. Alors, je voudrais un petit peu vous amener, on n'a plus beaucoup de temps, 10 minutes. On va prendre aussi 5 minutes parce que Johan, il a fait son petit film, donc on va encore prendre 5 minutes grâce à Johan. Mais en tout cas, dans ce temps-là, je voudrais un petit peu réfléchir à cette idée. Alors tout d'abord, c'est une idée qui est originale. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le soir de Pessah, c'est comme un mariage. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec cela, Nahon? C'est-à-dire que le soir du Seder, c'est comme un mariage. Et donc, le temps qui est auparavant, c'est un temps de fiançailles. Alors déjà, l'idée que c'est comme un mariage, c'est une idée originale. Pourquoi? Parce que d'habitude, Manitou, le Maharal, les Midrashim, ils parlent de la sortie d'Égypte comme une naissance. C'est-à-dire, d'ailleurs, Manitou utilisait toujours l'expression que c'est un accouchement au forceps. C'est-à-dire, vous vous souvenez, vous connaissez sûrement tout ça. Et ici, on a quelque chose de un petit peu différent, puisqu'on a une idée, qui est une très jolie idée, du fait que le soir de Pessah, c'est un mariage. Alors, j'ai un petit peu réfléchi et puis j'ai trouvé le Makor, la source de ça, c'est le 4e langage de Géoula. Vous vous souvenez qu'il y a 4 langages de Géoula avec les 4 coupes de vin et le 4e c'est Velakarti etrem li le'am veiti lachem l'Elohim vidaatem ki ani Adonai Elohechem amotzi etrem mitachat sivlot mitzrayim. Alors je vous propose une lecture nouvelle de ça. Velakarti, c'est le même mot que mariage, puisque dans la Torah, quand on se marie, il y a marqué ki kach ishisha, c'est-à-dire la kachat. Donc, je me marierai avec vous en tant que peuple, et donc moi, vous serez la Kala, et moi je serai Vaiti. Vous voyez, il y a dans les deux côtés Vidatem. Et pourquoi ce mot? Parce que vous savez que Vidatem, c'est le mot qui signifie aussi l'union entre l'homme et la femme, quand il y a marqué Va'adam Yada et travail. Donc vous voyez qu'il y a une très jolie allusion dans le 4e langage de Géoula au fait que le soir de Pessah, c'est un mariage. Alors on continue. Donc, il y a Shirachirim aussi. Oui, bien sûr. Ah, que c'était à Pessah. Nous, on fait après la Haggadah, on fait Shirachirim. Ah oui, bien entendu, il y a fait Meod. Merci beaucoup, Shalom. Todarabah. Donc c'est un très beau remède, c'est vrai, Zénachon. Et le fait qu'on lise Shirachirim aussi à Pessah, tout à fait. D'accord. La vérité, c'est qu'il y a une allusion dans le Zohar, mais le Zohar, il le lit un petit peu différent, cette idée du mariage, donc je ne voudrais pas tellement en parler. Maintenant, il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe avant. Alors, en fin de compte, c'est quoi? C'est que le temps qui précède le temps d'avant, c'est aussi un temps de Pessah. Donc, c'est cette jolie idée. De même qu'il y a fiançailles, mariage, de même, il y a le 14 et il y a le 15. Alors, le 14, c'est le temps des fiançailles. Et c'est pour ça que les poskim discutent à partir de quel moment commencent les fiançailles, le soir, le matin, à midi. Il y a 3 opinions pour savoir à quel moment, à partir de quel moment on n'a pas le droit de manger de matzah. Parce qu'on a des coutumes à partir de Purim ou à partir de Rosh Chodesh. Mais au niveau de la halacha, c'est uniquement la veille de Pessah que c'est interdit. Alors, je voudrais un petit peu avancer dans cette idée du temps de fiançailles. Alors, où est-ce qu'on va arriver? C'est que, en fin de compte, ce temps-là, c'est le temps qui précède le 14, c'est un temps qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le 15, on fait le seder, qu'on mange le korban Pessah, qu'on mange la matzah, etc. Mais toute la préparation, elle se fait le 14, et c'est marqué dans la Torah. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Puisque c'est marqué dans la Torah que le sacrifice pascal doit se faire absolument le 14 l'après-midi. Et donc même le Shabbat comme cette année. C'est-à-dire entre midi et la tombée de la nuit, on doit offrir l'agneau pascal. Donc, le 14, c'est un temps
de Pessah. C'est pas ça maintenant. Et plus que ça, c'est qu'il faut brûler le Hametz avant d'amener le Korban Pessah. Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est Tashbitu, les psukim qui nous parlent, et puis les horaires qui sont marqués. Mais regardez, le verset, il y a 3 versets dans la Torah qui répètent la même idée. J'ai pris celui qui est le plus clair dans Kitissa. Lo tishrat al hametz dam zifri velo yalin la boker zerba chaga Pessah. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'offrir ton sacrifice pascal si tu as encore du hametz chez toi. C'est-à-dire, ou bien si une des personnes qui est co-associé à ce sacrifice pascal, si là chez lui, on transgresse une interdiction. Donc, il faut absolument éliminer le Hametz avant d'amener le Korban Pessah. Vous voyez qu'il y a un tempo, et ce qui explique pourquoi le matin, c'est le temps d'élimination du Hametz, l'après-midi, c'est le temps de l'agneau pascal. C'est pour ça qu'on ne brûle pas le Hametz l'après-midi, parce que l'après-midi, c'est déjà un autre temps. C'est le temps de l'offrande du Korban Pessah. Et la fin du Passouk, c'est qu'on n'a pas le droit donc le Korban Pessah, vous vous souvenez, on a un temps auquel on doit le manger qui est très limité. Selon une opinion jusqu'à minuit, selon l'autre opinion jusqu'au matin, parce que le problème est de savoir quel est le moment essentiel de la sortie d'Égypte. J'avais déjà enseigné ça sur Rav Kook il y a quelques années, peut-être qu'on en parlera. C'est-à-dire que l'instant, le jour J, l'heure H de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire ou minuit ou le matin, c'est le moment où on n'a plus le droit de consommer le Korban Pessah, et à ce moment-là, il faut même le brûler. Donc vous voyez que dans ce passouk, le passouk est extrêmement précis sur le rythme de Pessah. Et donc, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a un temps très, très précis de tout ça. Alors, on va lire encore un verset dessus, et je vois que le temps avance, justement. Ki melamakom ashrifrar adonai lecha leshaken shemo sham tisbach et Pessah. C'est les versets dans Ré et dans Dvarim qui parlent de la fête de Pessah. Ba'erev kevo hashemesh moed setram et mitzrayim. Si vous lisez en hébreu, vous voyez que quand est-ce qu'on doit faire le Korban Pessah, tisbach et Pessah, le soir, quand la nuit se couche, au moment où tu sors d'Égypte. Ce n'est pas du tout clair. Et c'est pour ça que Rashi nous explique au nom de Chachamim, au soir, au soleil couchant, temps où tu es sorti d'Égypte, ce sont 3 moments distincts. Le soir, à partir de la 6e heure et au-delà, sacrifie-le. Au soleil couchant, consomme-le. Et au temps où tu es sorti, incinère-le. C'est-à-dire que ces restes deviennent notaires et qu'il faut les amener à la maison d'incinération. C'est la fin de ce verset. C'est-à-dire, Velo Yalin, la Boker Zeva Chaga Pessah. C'est en fin de compte, le passouk lui-même, que vous connaissez peut-être pas, en tout cas dans sa signification profonde, nous indique 3 temps pour le Korban Pessah. Ba'erev, c'est à partir de midi. C'est-à-dire, c'est pas ce que vous avez l'habitude de comprendre. C'est-à-dire, il faut le savoir, c'est que l'enseignement des Chachamim, Ba'erev, c'est à partir de la 6e heure, c'est à partir de midi. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'offres. Que vaut Hashemesh? À partir de la tombée de la nuit, tu le manges. Moed setram et mitzrayim, au moment où tu es sorti, tu n'as plus le droit de le manger, ou bien minuit, ou bien le matin, et à ce moment-là, tu dois l'incinérer, le brûler, parce que c'est fini. Contrairement aux autres sacrifices qui ont beaucoup plus de temps, ici, on est vraiment au temps de chaque chose. Alors, si vous me permettez, dans les 7 minutes qui me restent, je voudrais essayer de développer 2 idées à propos de ça. C'est que, en effet, on a, en fin de compte, 2 temps dans le Pessah. On a le 14 et on a le 15. D'accord? On a vraiment deux jours qui sont complètement différents, et c'est ce qu'on a vu, les fiançailles et le mariage. C'est-à-dire que le jour des fiançailles. Alors, ça signifie quoi? La première explication, c'est que on a besoin et je crois qu'on va s'arrêter là. La première explication, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte le 15 au soir. C'est-à-dire qu'il y a eu ici l'apparition de Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis. Mais pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait qu'il y ait une préparation à notre niveau à nous. C'est-à-dire, c'est un des points qui était important. Et vous vous souvenez que ceux qui ne se sont pas préparés, c'est ce qu'on dit au Racha le soir de la sortie d'Égypte, Ilou Hayasham, Lo Haya Nigal. C'est-à-dire que s'il était là-bas, il ne serait pas sorti. C'est-à-dire que ce n'était pas acquis. Alors, on va pouvoir expliquer les choses de cette manière. Le 14, c'est ce qu'on appelle les fiançailles, c'est le temps de la préparation. Et le 15, le soir du mariage, c'est le moment où la choupa descend, etc., où, en fin de compte, cette libération, elle se fait. Mais cette préparation, elle se faisait avec 2 éléments importants. Le premier élément, c'est le premier élément
de cette sortie d'Égypte, c'est le fait de brûler le Hametz, c'est-à-dire d'éliminer le Hametz. Et le deuxième, maintenant je vais le dire de manière claire, c'est une des lectures, c'est de tuer, de sacrifier la divinité des Égyptiens. Puisque vous savez que l'agneau pascal n'a pas été choisi de manière fortuite, c'était le Dieu des Égyptiens. Comme il y a marqué dans le Passouk, Uvechol Elohim Mitzraim, c'est-à-dire que je jugerai tous les dieux et les divinités égyptiennes, et on dit d'ailleurs que Hachem les a détruites, mais en fin de compte, il nous a demandé à nous de faire le travail. Alors je dirais d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle le Surmera Va'asetov, c'est-à-dire tu veux sortir d'Égypte, il faut quand même que tu te débarrasses de ce qui colle à tes talons, c'est-à-dire de cette Égypte, et que Akadosh Hu nous a demandé d'éliminer. Et c'est ça, cette idée du 14. Donc, puisque la matzah, c'est l'élément du 15, c'est l'élément de la liberté de la sortie d'Égypte, de même que la consommation du sacrifice pascal, d'accord ? C'est-à-dire c'est le soir du 15, mais pour pouvoir y arriver, alors il faut faire autre chose. Et on ne peut pas manger de la matzah le 14, alors que c'est le moment ou des fiançailles de la préparation. D'ailleurs, vous comprenez très bien, tu ne peux pas manger de la matzah, qui est le pain de la libération, tant que tu ne t'es pas débarrassé de ton chametz. C'est-à-dire tout d'abord, décroche avec le chametz, enlève le chametz, brûle le chametz, et ensuite amène le korban pessar, qui est le fait en fin de compte, d'être capable de sacrifier les divinités d'Égypte, et une fois que tu auras fait tout ça, alors tu vas pouvoir manger de la matzah. Alors vous avez compris, comme je vous ai dit au début du cours, que cette année, avec cette complication, et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler de Seuda Shlichit, mais ce n'est pas grave, vous trouverez, ou bien peut-être, si vous voulez, peut-être on fera un référendum, je continuerai la semaine prochaine, le lundi prochain, ou là, parce que j'ai encore des choses à dire aussi sur le Korban Pessah, etc. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez, on pourra faire un deuxième cours, Bezrat Hashem, la semaine prochaine dessus. Mais à ce moment-là, juste ce que je voulais dire pour terminer, l'idée que j'ai maintenant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, il y a ici cette année d'exception et nous révèle en fin de compte des choses. C'est une année qui va nous révéler des idées importantes. Le fait qu'on va, que de nouveau, on ne va pas pouvoir de manger de matzah le vendredi soir, le Shabbat matin, le Shabbat après-midi, ce qui nous crée, entre guillemets, toutes ces complications, qui nous oblige à toutes ces solutions un tout petit peu plus compliquées, va nous faire, en fin de compte, prendre conscience d'une chose. C'est qu'il y a un temps précis pour chaque chose et que ce n'est pas le temps de la matzah. C'est le temps qui précède. Et comme il faut faire Shabbat, il faut respecter Shabbat, donc il faut faire autrement, il faut manger autrement, etc. On ne peut pas manger véritablement la matzah. Et vous comprenez pourquoi la solution de Rav Ovadia, qu'amène Rav Shaul David, c'est une solution, bien entendu, très importante au niveau des institutions, des gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais c'est une solution médiane, parce que malgré tout, tu manges la matzah pour pouvoir faire motzi, mais tu essayes de la dénaturer au niveau du goût. Alors, c'est bien, parce que ça donne des solutions institutionnelles extraordinaires. Mais au niveau de l'idée, l'idéal, c'est de manger des pitotes, c'est-à-dire de manger du hametz, de continuer comme ça, de faire kavod Shabbat avec 2 seudot comme il faut, avec du chametz, et de ne pas manger du tout de matzah la veille de Pessah. Mais je vous ai dit, il faut faire la différence entre l'idéal spirituel et la réalité halachique qui doit être beaucoup plus réaliste, d'accord ? Au niveau de la réalité, chacun choisira en fonction de ses dispositions personnelles. Mais au niveau du principe spirituel, cette tension, elle apparaît. C'est-à-dire, comment tu peux faire Shabbat et manger des seudot, alors que tu ne peux pas manger de matzah et que tu ne peux pas vraiment manger de chametz, vous comprenez ? Et alors, pourquoi tu ne peux pas manger de matzah ? Parce que le temps de la matzah n'est pas encore arrivé, et ce n'est pas qu'il n'est pas stam arrivé, c'est qu'il y a un temps qui précède, qui doit être un temps de gestation, donc de préparation qui doit apparaître, et ce temps, c'est le temps d'éliminer, comme on avait vu avant, d'éliminer en même temps le chametz et en même temps la divinité égyptienne qui est le Korban Pessah. Or, comme nous avons vu, ce n'est pas stam, c'est que la Torah nous a même donné un tempo de ça. C'est-à-dire dit priorité au chametz, condition sine qua non pour le Korban Pessah, ensuite Korban Pessah et ensuite Matzah et Pessah qu'on mange le soir. Donc vous voyez que la Torah nous a bien précisé qu'on ne pouvait pas faire le chametz après le Korban Pessah, par exemple. On ne peut pas faire le Pessah le matin et le chametz l'après-midi à un temps. Alors pour terminer, je voudrais uniquement parler de cela et vous donner une supposition sur la question. 2, c'est-à-dire comment ça se fait que la Torah a donné un ordre, tout d'abord chametz et ensuite le Korban Pessah. Alors je pourrais dire comme ça, c'est que
une première explication, c'est que le Hametz, ça correspond à tout ce ferment de la civilisation égyptienne. C'est-à-dire, ce que je vous explique, c'est basé sur l'enseignement du Maharal, essentiellement sur l'idée du Hametz et de la Matzah. C'est-à-dire, on a devant nous tout ce qui correspond à une culture. Le pain, c'est de l'agriculture, mais en fin de compte, à une culture, à une masse culturelle de tradition, de sagesse, de culture, d'habitude, etc., de société, qui est la société égyptienne. Et la Torah nous dit, pour que tu puisses vraiment éliminer ces divinités, c'est-à-dire démystifier toute cette divinité égyptienne, il faut tout d'abord que tu te débarrasses de tout ça jusqu'au dernier, la dernière graine de poussière de cela, et c'est cette idée que lo yiraelecha velo yimatzelecha, qu'il ne faut absolument pas avoir de ce chametz. Et nous savons très bien, pour l'avoir vécu dans notre histoire personnelle, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer dans notre libération personnelle et nationale, c'est-à-dire il y a certaines choses qu'il faut être capable d'éliminer complètement. C'est-à-dire, alors comme on l'a dit, ou en le brûlant, parce qu'on comprend qu'il faut vraiment le faire. Et à ce moment-là, il faut Efes Rametz, il faut qu'il n'y ait plus du tout de Rametz. On est stade Matzah. Et à ce moment-là, on peut, en premier stade, on peut déjà amener le Korban Pessah, qui est le fait d'éliminer ces divinités. Je vous rappelle quelque chose qui nous semble clair, mais quand on entend nos cousins qui sont encore en outre-mer, c'est-à-dire que souvent, on se rend compte qu'on leur parle d'éliminer les divinités, vous comprenez, qui sont les divinités de leur culture, et ils ne comprennent même pas de quoi on leur parle. Et on a le sentiment que la première chose qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est un petit peu nettoyer leur chametz. Et s'ils avaient nettoyé leur chametz, ils comprendraient déjà de quoi on leur parle quand on leur dit « mais tu ne te rends pas compte que tes divinités à toi, c'est Sainte-Foy-la-Grande ou c'est BHL ou BHV, ça dépend. Il y en a qui sont là et il y en a qui sont là. C'est-à-dire, mais en tout cas, BH, c'est déjà Baruch Hashem, c'est pas si mal que ça. Mais en tout cas, il n'y a même pas cette conscience, et ça, c'est le Biur Hametz. Tout d'abord, faisons le nettoyage de tout ce qui nous colle un petit peu et qui nous empêche même de voir. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, à ce moment-là, on va pouvoir aussi s'attaquer à la divinité égyptienne et pour être capable. Je voudrais dire encore une deuxième idée, et vous me permettez, on aura terminé, c'est qu'il y a une grande différence. C'est que pour que la matzah soit de la matzah, il faut qu'il y ait 0 de chametz. Par contre, quand on prend le Korban Pessah, on prend une divinité égyptienne et on la transforme en un sacrifice qui a la sainteté et qui est consommé et qui est offert au Beth Amikdash, qui même permet de transgresser Shabbat pour la sacrifier et qui fait aussi que nous la mangeons le soir en tant que summum de sainteté. Alors je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des deux manières de brûler le chametz. C'est qu'en fin de compte, il y a une grande différence. Pour ce qui est de certaines valeurs, il faut faire comme la matzah. Il faut tous les éliminer pour que la matzah soit de la matzah. Et vous savez que même une infime partie de chametz fait que c'est chametz. C'est-à-dire, ça rentre dans les détails de la halakha. Donc, c'est la première condition de devoir éliminer tout ce qu'il y a. Et une fois qu'on a fait ça, alors on peut aussi arriver au deuxième, celui de la sublimation, c'est-à-dire de prendre ce qui était à l'origine la divinité de l'Égypte et le transformer en une valeur hébraïque du symbole. Au contraire, non pas de l'esclavage d'Égypte, mais de la liberté et de la sortie d'Égypte, puisque ça devient, plus que le symbole, ça devient la matière première de la sortie d'Égypte, le Korban Pessah, celui qui a permis à Kadosh Baruch Hu de passer au vert, de passer au-dessus et nous permettre de sortir d'Égypte. Toda Rabba. Voilà, Zéou. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander de halakha, peut-être, s'il y a des gens pour qu'ils aient pas clair, ou bien sur l'enseignement, si vous voulez rajouter des... Je vous demander. Ken, Vakasha Shira. Vas-y, Bichavon. C'était pour te demander, est-ce que la matzah shmura, on était obligé de la manger toute la semaine, puisqu'on dit que c'est que le premier soir qu'on est obligé de manger. Oui. Qu'on va mettre ça toute la semaine. Oui, alors c'est suffisant de manger le premier soir, la matzah qu'on appelle shmura. Tout d'abord, bon, c'est un sujet en soi-même. La matzah qu'on appelle pas shmura, elle n'est pas si pas shmura que ça. C'est-à-dire que dans les niveaux des définitions de shmura, il y a une très grande discussion entre le Rambam et d'autres
et les poskim ashkenazim, en fin de compte, les Baalei Tosfot, pour savoir quelle est la définition de shmura. Il faut dire comme ça. C'est-à-dire que la matzah, je vais l'expliquer en 2 mots. C'est-à-dire, la matzah shmura, ça peut être le fait, l'ishmorota, de la garder, de la préserver, qu'il n'y ait pas de chimout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau qui vienne dessus. Et la deuxième expression, c'est qu'elle est shmura, le shem matzat mitzvah, c'est-à-dire que quand on la fait, on rentre dedans une kavana, une intention, que ce soit pour une mitzvah. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la matzah shmura, celle qui a fait à la main ou à machine, pour la main c'est encore plus évident, quand les gens le font, ils disent le shem matzat mitzvah, c'est-à-dire qu'ils introduisent le sujet subjectif, spirituel de l'homme à l'intérieur de la matzah, l'intention à l'intérieur de la matzah. Alors, la matzah du soir du Seder doit être shmura au niveau de l'intention et uniquement celle du soir du Seder, uniquement les kazaïtes qui sont de la mitzvah. Par contre, au niveau du fait que ça doit être protégé de chimout, alors ça, il faut que ce soit pour toute la fête. Et aujourd'hui, même les matzot, les meilleurs marchés en Israël, elles sont super shmura. C'est pas. Voilà, exactement, pour toute la semaine. Pour le soir, bien entendu, si on n'a rien d'autre, on peut faire aussi dessus. Mais sinon, bien entendu, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut trouver de la matzah shmura et les gens ont de quoi se permettre d'acheter 3 matzot shmurot ou yad ou mechona, ça dépend des opinions. Pourquoi on dit Pessar Shechal Beshabbat alors que ça ne s'achal pas Beshabbat, Zechal Bemotsae Shabbat? C'est génial ce que tu dis, Hazak ou Baruch, parce que le Chag HaMatzot, c'est le 15. Mais Pessah, Chag HaPessah, c'est le 14 quand on amène le Korban Pessah. C'est-à-dire quand on dit Pessah Shechal Beshabbat, c'est pour ça qu'on a vu que Bayom Arishon, c'est pas clair si c'est le 14 ou le 15. Si tu veux, il y a Pessah et Chag HaMatzot, Chag HaPessah. Chag HaPessah, il commence le 14. C'est-à-dire, donc c'est le diouk. Deragav, dans les Mishnayot des Tanaïm, ils ne s'occupaient pas des problèmes de Hametz. Une matzah, ils s'occupaient du Korban, comme j'ai dit avant. Donc c'est Pessah Shechal Yad Beshabbat. C'est-à-dire. Qu'est-ce qui veut que pour les Sephardim, qui habituellement font mésonotes sur la matzah, quand on la trempe, ça devient motzi? Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire, le Rav Ovadia, dans ses Tshuvot Havedaat, il dit très clairement que pour les Sfaradim qui font mezonot, de nouveau, mon Rav, Mori Verabi Arav, Shlomo Levi, le Khatan de Rav Chaim David Alevi, et le Rosh Kolel chez qui j'ai appris, qui est Sfaradi, lui, il dit qu'il faut faire motzi toute l'année sur la matzah quand on s'en sert non pas comme cracker, mais comme base de repas. C'est-à-dire, si tu mets dessus du houmous ou du beurre et de la confiture, c'est-à-dire, alors il dit qu'il faut faire motzi. Mais ceci dit, il s'est connu énormément. Il n'est pas le seul, je ne me souviens plus des références aujourd'hui, il y a pas mal de Haroni. Maintenant, on est d'accord avec toi, Yosef. Aujourd'hui, le minhag Israël des Sfaradim, c'est de faire mezonot. Maintenant, la réponse, il le donne lui-même. C'est pas marqué dans la Torah. C'est pas parce qu'il y a marqué les Chemaoni, etc. C'est pas Xerat HaKatuv. Sinon, nous, les Ashkenazim, qu'est-ce qu'on ferait? Nous, on fait motzi dessus. C'est-à-dire, mais c'est pas une Xerat HaKatuv. C'est une psychiat halacha qui est basée sur les lois de Pataba Bekisnin et aussi sur un remez dans la Torah. Donc, quand on peut pas faire autrement, on prend la halacha qui est acceptée dans toutes les autres opinions, qu'on fait motzi. C'est dans 2 cas. C'est ce cas-là où, sans aucun doute, par exemple, si vous avez des gens qui sont obligés de manger de la vraie matzah, ou pour ceux qui sont mekel le vendredi soir, parce qu'il y en a on peut permettre de manger de la matzah le vendredi soir. Le Rav Ovadia, il aurait tendance, il l'a pas dit, mais il aurait tendance de manger de la vraie matzah. Tu fais motzi, de la matzah trempée, de la matzah revenue. C'est le même cas quand tu as Shabbat qui tombe juste après Pessah. Par contre, c'est pas cette année. C'est-à-dire que tu as le dernier jour de Pessah, c'est vendredi, et à ce moment-là, tu dois faire tes seudot Shabbat. Tu peux pas avoir de Hametz. Tu fais aussi motzi. Dans les 2 cas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ça prouve que tout le peuple juif est un et qu'on peut tous faire motzi sur la matzah. C'est-à-dire. D'autres questions? Rav, je voulais te poser une petite question. Pour la motzi de Shabbat, cette année, je sais, il y a des gens qui font du pain avec de la farine de massa. Est-ce que c'est correct? C'est la première année que j'ai entendu. J'ai un élève qui m'a posé la même question. A priori, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire parce que ça n'a pas le goût de matzah vraiment. Et à condition que ça n'a pas le goût de matzah, c'est-à-dire. On dirait des pains. Ils sont comme ça, comme des chalotes, on dirait des pains. Et ça a le goût de pain, ça n'a pas de goût de matzah. Non. Entre les deux, ça n'a pas vraiment le goût du pain, mais bon, ce n'est pas la massa. C'est pas de la matzah, d'accord. Ok. C'est étonnant. On aurait le droit?
Des lachmaniot kemach matzah. Quoi Des lachmaniot. De Kemach Matzah. De nouveau, comme c'est la première année, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier de manière exacte, parce que ça fait plutôt partie des halachot, non pas de Shabbat ni de Pessah, mais des halachot de brachot, de savoir quel bracha on doit faire dessus, dans la mesure où c'est retourné dans le four. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a fait une pâte avec tout ça, on l'a mis dans le four et on l'a donc affia, comme on dit affouillé. Voilà. On l'a fait, oui, mais pas cuire, on l'a mis dans enfourné, c'est ça. Il y a un peu de cacafouillis, non, à fouiller. Et puis en tout cas, à ce moment-là, il me semble que c'est Besséder, mais si vous me permettez, je vérifierai jusqu'à la semaine prochaine pour confirmer Besséder. Mais ça semble être une solution possible. Besséder. C'est sans levure de bière. Oui, Myriam. Est-ce que c'est avec la levure de bière? J'ai pas entendu. J'ai pas réussi. Alors c'est sans levure de bière. Non, sans levure. Non, sans levure, Haz Shalom. Non, pas de bière, pas de bière. Celle-là, il faut la mettre, il faut faire la mise en bière, il faut la brûler. Mais il y en a qui utilisent la levure alsacienne. Là, voilà, de la levure chimique, de la levure chimique. Voilà, Bédiou. Non, la levure. Oui. C'est pas la levure chimique. La levure chimique, c'est en poudre, sèche. Non, c'est ta fille. C'est Afkatafia. Afkatafia, Hazakou Baruch. Ça, c'est Kacher le Pessah. C'est mieux. Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire, on peut utiliser. Vous avez vu que ces dernières années, ils sortent des lachmaniotes avec du kemar tapouché adama. On a l'impression que c'est des vrais pains, c'est ce qu'ils font dans les restaurants. N'oubliez pas que ça sert pas. Ça peut servir pour se rassasier, mais on ne peut pas faire motzi dessus parce que c'est des pommes de terre, donc on peut pas faire motzi dessus. Voilà, exactement. Boré Peri Tapouché Adama. Toda Rabba. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a le cours après.